Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte Le Thème, ancienne championne de ski de figure et aujourd'hui patronne du club Ski Caraïbes Albertville. Salut Brigitte, merci beaucoup de nous accueillir ici en Savoie. Merci à toi d'avoir fait le chemin pour venir jusque-là, encore une fois. Encore une fois, ouais, c'est vrai que j'étais passé il y a 3 ans et ça a déjà bien changé. Est-ce que tu peux nous dire juste là tout de suite où est-ce qu'on est exactement ? Alors on se situe sur la commune d'Éton, on est plus près de Fréterive, qui est sur la route des Vins de Savoie. Mais on est sur la commune d'Éton, à 15 km d'Albertville, entre Chambéry et Albertville, au pied de la montagne de l'Arclusa, qui est à 2000 mètres. Et ce beau club, quel est son nom ? Alors c'est Ski Caraïbes Albertville. Parce que c'est un peu... C'est couleur Caraïbes, comme là où on était avant. C'est ça, c'est incroyable ici. Et là, on est carrément dans un petit studio aménagé avec vue sur le plan d'eau. Exactement, ouais. Ça, c'est ouf. On est trop bien calé. C'est vraiment un super endroit. Et tu nous expliqueras aussi comment ça fonctionne exactement, le plan d'eau et pourquoi vous êtes arrivé ici, etc. Mais avant, savoir un peu plus sur toi, ton histoire. Donc tu t'appelles Brigitte Le Thème, mais tout le monde t'appelle plutôt Brit, c'est ça ? Ouais, Brit Lafrite. Brit Lafrite. Non, c'est ton petit surnom. Ouais, je déborde d'énergie. Ok, bah écoute, à toi de te présenter, de nous dire comment tu as découvert le ski et d'où tu viens. En fait, comme pas mal de skieurs, c'est mes parents qui skiaient à la base en loisir. Ils avaient un petit bateau et j'ai commencé avec eux. J'avais 6 ans en Espagne. Ma maman était dans l'eau avec moi pour m'aider à sortir. Et puis, après pas mal de tentatives, je suis enfin sortie de l'eau. Et puis, je suis restée un bon moment derrière le bateau et on ne la retrouvait plus à la fin. Comment ça, on la retrouvait plus ? On la retrouvait pas parce que j'avais fait une bonne longueur et on était en pleine mer en fait. Ah oui, d'accord. On a fini par la retrouver. T'as oublié ta maman dans l'eau ? C'est ça. Parce que vous avez à pied quand même, vous partiez au bord de l'eau ? Au bord du... Non, mais elle avait un gilet. Mais c'était une des premières fois où je suis arrivée à sortir de l'eau parce qu'on n'avait pas tous les systèmes à l'époque qu'on peut avoir aujourd'hui, la barre baby ski, les petits skis attachés, etc. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Puis mes parents étaient vraiment novices dans le sport, quoi. Et ça se passait où, ça ? En Espagne. En Espagne, petite. Puis j'ai skié pas mal de temps comme ça, en loisir avec eux. Après sur Lyon, sur la Saône. Et puis à un moment donné, j'ai des gens du club de Collonges qui sont venus voir mes parents en les abordant, en leur disant ce serait bien que la petite, elle vienne skier un petit peu avec nous. Parce qu'on n'y connaissait rien, quoi. On se faisait traîner derrière le bateau et voilà. T'avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 8-9 ans, je pense. 8-9 ans, donc j'avais déjà pas mal de glisse. Je faisais un peu du mono, mais tout à l'envers, quoi. Et puis j'ai commencé à skier un petit peu à Collonges. Après, j'ai bifurqué avec des gens qui faisaient du barefoot. Thierry Tellier, Eric Combier à l'époque, qui eux avaient un club juste à côté où Thierry m'a vraiment beaucoup apporté au niveau des figures. Et puis j'ai fait à ce moment-là un peu plus de figures. Puis par la suite, j'ai skié pas mal à Bourg-en-Bresse avec Marc-Antoine Cortès. Où là, je skiais dans les 3 disciplines, slalom, figure, saut. Ça a duré quelques années. Et puis, ça a évolué un petit peu. J'ai skié à Roquebrune aussi, avec Claude Maluski, qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui. Petite pensée pour Claude. Et à ce moment-là, tu te lances donc dans la compète ? Ouais, j'ai fait mes premiers championnats de France, j'avais 11 ans. C'était à Moissac. Mes parents avaient réservé l'hôtel pour le vendredi soir en se disant elle ira jamais en finale. Et puis, manque de bol, il a fallu trouver une chambre d'hôtel le samedi soir. Et j'avais fini 2e en figure pour mes premiers France. L'année d'après, championnat de France des gamins, cadets juniors, ça s'appelait Dauphin à l'époque. À la Cano, où j'avais dû gagner les figures, il me semble, et puis j'avais dû être 2e au combiné ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, en cadette, junior, j'ai fait les France. Après, j'ai jamais été sélectionnée gamine au championnat d'Europe.
championnat du monde parce que c'était toujours des politiques un peu particulières. J'étais pas avec les bonnes personnes, aux bons endroits, au bon moment. Ah ouais, Voilà, donc ça marchait comme ça. un petit peu compliqué. Il y avait pas, enfin, les critères n'étaient pas forcément définis à l'avance et mes parents qui connaissaient pas du tout le ski nautique n'allaient pas râler ou autre. Donc, mon niveau, mon niveau international, je l'ai eu vachement plus tard, quoi. Mhm. Et alors, qui t'a entraîné, qui t'a suivi dans ta carrière d'athlète? En fait, j'ai eu un entraîneur incroyable qui est Ricky Casilli, qui est un entraîneur italien que j'ai rencontré en Floride parce qu'en fait, j'ai toujours bossé pour pouvoir payer mes entraînements. À partir de l'âge de 16 ans, j'étais dans le bateau à piloter pour pouvoir skier. Mhm. Et je l'ai rencontré en Floride, là où je pilotais à la Swiss Ski School. Et puis bon, il y a vraiment eu un contact qui s'est fait top. Il a commencé à me prendre un peu sous son aile et puis j'ai skié beaucoup avec lui. Et c'est le moment aussi, en même temps, où je me suis mise à faire que des figures parce que je faisais des études à côté. Alors, j'ai pas fait des grandes études, mais j'étais en STAPS, fac de sport, touriste. Et puis voilà, j'ai commencé à aller skier un petit peu en Italie et là j'ai vraiment explosé au niveau de mon niveau où j'ai appris énormément de choses avec lui. Il avait une approche, que ce soit pour le ski, mais à côté du ski aussi, au niveau préparation physique, préparation à des gros événements que j'avais jamais eu auparavant et qu'on n'avait pas de ma génération dans notre sport. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de recul dans tout ce qui est prep physique, alimentation, etc., qu'on n'avait pas, moi, à l'époque, quoi. Et donc, ouais, j'ai skié après pas mal d'années en Italie. J'étais le printemps et l'automne en Floride et l'été en Italie. Ah ouais, donc t'étais quasiment plus en France de toute l'année, quoi. Ouais, ouais. Ça a duré combien de temps, de 16 ans à... Non, ça, c'était un peu plus tard. L'Italie, c'était aux alentours de 21 ans. Ok. 16, 18, je skiais à Bourg-en-Bresse. 16, ouais, 18, 19, je skiais à Bourg-en-Bresse avec Marc-Antoine, où je pilotais là-bas. Et là, je faisais encore les 3 disciplines. Et puis bon, à un moment donné, avec les études, et comme je skiais pas encore à l'époque toute l'année, je skiais pas l'hiver, il a fallu faire un choix. Et puis bon, le choix s'est orienté sur les figures, parce qu'en slalom... j'ai compris tardivement un peu les choses. Ok. Parce qu'en slalom, j'étais vraiment pas j'étais une quiche, quoi. C'est une question de technique ou d'engagement Non, ouais, de technique. Et puis bon, c'est vrai que les figures, les figures et le saut, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais voilà, je me suis plus orientée, ouais, sur les figures. Après le slalom, j'en ai toujours fait un petit peu en backup, en loisir, mais voilà. Ouais. Et le saut, t'avais continué un petit peu ou... Le saut, j'ai dû arrêter, j'avais 21 ans. Ouais. Voilà, Ok. j'ai été, je pense, vice-championne de France espoir de saut, mais voilà. Hmm. Ok. Et alors, à partir de ce moment-là, donc tu finis tes études de STAPS. Ouais, et puis je finis mes études de STAPS, je bossais un petit peu, j'avais une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle que peuvent avoir les sportifs de haut niveau. Donc c'était une convention tripartie entre, je ne veux pas dire de bêtises, à l'époque c'est le conseil général ou régional, la fédération et l'employeur, donc qui là à l'époque était pour moi le Vieux Campeur, un magasin de sport qui est à Paris, Lyon, un petit peu partout. Donc l'hiver, je concentrais mes horaires, c'est les arranger aussi. Je faisais énormément d'heures sur le mois de novembre, décembre, janvier, un petit peu février. Et ça me permettait après de m'entraîner et d'avoir un salaire qui tombait tous les mois, alors que je m'entraînais en Floride. Voilà quoi. Ah, cool. Et donc ça a duré jusqu'à... Ça a duré jusqu'à 2003. Ou 2003, donc où j'étais 3-4 mois l'hiver sur Lyon, je travaillais au Vieux Campeur, je faisais la prep physique à côté, printemps, automne en Floride et l'été en Italie. Ouais. Voilà. Intense. Et après 2003, il y a eu championnat du monde. Donc, j'ai fait mes premiers championnats du monde en 2001 en Italie. Championnat du monde en 2003, c'était en Floride à la Swiss Ski School. Et là, on avait rencontré avec Laurent, mon mari, des gens qui venaient régulièrement à Saint-Martin et qui, depuis longtemps, nous disaient « Mais venez voir, il y a moyen de faire quelque chose à Saint-Martin, etc. etc. » Et après les championnats du monde, on est allé les voir en vacances. Ça nous a plu et du coup, on a décidé de créer notre école de ski là-bas.
Donc ça a été en début 2004. On s'est installé à Saint-Martin. Ok. Voilà, ça a été un peu compliqué parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon papa dans un accident de voiture du jour au lendemain, Ok. au mois de novembre. Je suis fille unique et on est parti et ma maman a été toute seule. Voilà, ça a été brutal, rapide. Ouais, c'était une période un peu compliquée. Ouais, vous aviez déjà prévu de partir? Ouais, on avait prévu de partir et voilà, donc on s'était engagé. Ouais, c'était pas évident à gérer. Et puis, moi, je me suis retrouvée, j'étais dans mes meilleures années en tant qu'athlète. J'étais dans le top mondial. Je skiais l'été, je skiais en Italie où on était plusieurs skieurs de haut niveau. Il y avait toute l'équipe d'Italie. Il y avait des skieuses grecques comme Angeliki Andriopoulou qui s'entraînaient là-bas. On était plusieurs à se motiver au quotidien et je me suis retrouvée du coup toute seule à Saint-Martin à devoir m'entraîner avec Laurent qui était mon associé, mon mari qui est devenu mon entraîneur. J'avais pas de pilote en figure, c'est compliqué pour les corps de pied. Ouais. Pour la sécurité, il faut être deux dans le bateau. Donc on a trouvé un petit jeune stagiaire qui venait nous donner un petit coup de main à qui on a appris à piloter. Et puis ça a été très compliqué parce que voilà, j'ai dû me gérer, on a dû gérer ça ensemble, sans mon entraîneur italien, sans Ricky. Et paradoxalement, c'est là où j'ai gagné l'US Master, qui est la compète que je rêvais de gagner depuis gamine. Ouais, l'une des plus grosses compètes au monde, quoi. Ouais, une compète hyper prestigieuse et chaque année, il n'y a que le top 6, top 8 skieur mondial qui peut y participer. Et ouais, c'était un rêve. Et j'avais fait le premier master, c'était en 2002, où j'avais terminé 3e. En 2003, j'ai fait 4e. Donc j'étais en finale, mais j'étais 4e. Et en 2004, j'ai gagné. Et j'étais première des éliminatoires. Et ce qui est incroyable, c'est que avant de partir à la compète, je savais que rien ne pouvait m'arriver. Ouais. Et je pense que ça arrive pas, sur certains athlètes, ça peut leur arriver, mais ça arrive pas souvent. Et j'avais confiance à 200%, j'étais prête comme jamais. Et ouais, c'était incroyable, quoi. Et ouais, en tête des éliminatoires, et il y avait pas mal de mauvaises langues qui disaient que j'allais pas tenir la pression, et si. Wow. Ça, c'est quelle année? Ça, c'était 2004. Et ouais, c'était 2004. Et en fait, j'étais la première Française à gagner l'US Master. Wow. Félicitations. Voilà. Après, j'ai gagné d'autres compètes comme les British Masters, les Italian Masters en 2003, 2004, 2005. Championnat du monde, meilleure place, ça a été 4e en 2001, où à 10 points de la 3e place. À 10 points? Ouais, 10 points. Ah ouais. Sachant qu'un dérapage, c'est ce que tu apprends en premier, c'est 40 points. Ouais. Voilà, donc un peu frustrant. En 2003, mes deuxième championnat du monde, j'étais 2e des éliminatoires. Et puis, manque de bol, en finale, je suis tombée sur ma dernière figure qui faisait 750 points. Donc, voilà. Et voilà, non, j'ai aucun regret sur ma carrière de skieuse parce que, ouais, j'ai fait gagner ce que je rêvais de gagner. Donc, j'ai eu pas mal de blessures. À chaque fois, je suis revenue et j'ai eu la chance de pouvoir décider d'arrêter de skier. Au moment où tu le souhaitais. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance parce que dans les copains, malheureusement, j'en ai plusieurs autour de moi, ça n'a pas été le cas et c'est vrai que c'est pas évident. Et déjà, en décidant d'arrêter, c'est très compliqué. La suite pour un ancien sportif de haut niveau, ouais, c'est pas évident. Ouais. Il y a eu un beau reportage là-dessus sur Canal, je crois que c'est le Crépuscule des champions. Ils ont pris plusieurs champions, je sais pas si tu as vu. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, c'est très sympa. Et en fait, quand on passe après, on n'est pas un grand sport, on n'est pas hyper médiatisé, mais quand tu es tous les week-ends aux quatre coins de la planète à bouger, parce que de ma génération, on avait encore pas mal de Coupes du Monde, on bougeait pas mal. Maintenant, malheureusement, c'est plus la même, il y a moins de compètes. Mais ouais, voilà, te retrouver à avoir la vie de monsieur et madame tout le monde, c'est pas évident. Et pourtant, tu as quand même réussi à te reconvertir dans une carrière pro. Mais avant d'en arriver là, justement, comment tu l'as vécu cette carrière qui a été du coup jusqu'à ton prime aux US? C'est quoi que tu retiens
de ces années? J'ai eu beaucoup d'amertume gamine parce qu'il y a eu, pour moi, il y a eu énormément d'injustices où sur des championnats de France, je pouvais gagner en figure, être deuxième au combiné, et on sélectionnait la nana qui pouvait être troisième et qui n'avait pas fait une première place. Tout ça parce que mes parents allaient pas râler derrière, parce que je skiais pas forcément avec les bonnes personnes, qui étaient dans les bons petits papiers. Donc ça a été une belle revanche par la suite et ça a été en quelque sorte Une motivation ouais, aussi, une motivation, ouais. Et c'est vrai que après, en étant à Saint-Martin, je faisais vraiment plus de compètes sur les États-Unis, quand je revenais un peu plus en Italie, parce que ça a été toujours un peu compliqué. Pour moi, l'approche du sport en France, c'est pas forcément, quel que soit le sport, je pense qu'au niveau psychologiquement, l'approche est quand même particulière, quoi. On est beaucoup dans le négatif. Qu'aux États-Unis, tu vas être vraiment toujours dans le positif, dans le positif, quoi. Ouais, c'est différent. Ouais, c'est ça. Toi qui as dû... Et puis c'est pas la même ambiance non plus, quoi. Toi qui as vu l'Italie et les US, comment tu... Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entraide. En France, on est plus... après, je pense que c'est dans tous les domaines, hein. On est plus à se tirer dans les pattes et, Ouais. que s'entraider et être content pour son prochain, quoi. Alors qu'aux États-Unis, tu as ressenti ce... Après, c'est peut-être... Oui, c'est une question de culture, ça c'est sûr. Mais ça travaillait plus ensemble, c'est ça que Ouais, tu ressens. exactement. Pour exemple, aux États-Unis, tu as des écoles de ski tous les 3 kilomètres. Et en fait, les skieurs vont skier à droite, à gauche. Et c'est vrai que dès que tu as des Européens, des Français, c'est compliqué, quoi. T'as pas des bonnes ambiances. Et ah non, surtout, il faut pas aller là-bas. Bah non, au contraire, va voir ce qui se fait à côté, va voir ce qui se fait ailleurs. Ouais. Et C'est comme ça que tu progresses le et plus. puis, en plus. si t'es bon, les gens, ils reviendront chez toi, quoi. Hmm. Ouais, voilà, après, c'est mon point de vue, hein. Et du coup, malgré tout, tu as réussi à être sélectionné en équipe de France. Ouais, j'ai été sélectionnée en spécialiste, en ranking list, parce que ils pouvaient pas faire autrement à un moment donné. Et voilà, mais non, après, voilà, avec du recul, c'est vrai que ça a été, je pense, un de mes moteurs pour arriver à ce niveau-là, quoi. Ouais, trop bien. Voilà. Tu as réussi à surmonter cette épreuve-là et bravo encore. Et du coup, maintenant, t'en as vécu d'autres, des épreuves, pas que sportives. Ouais. Il y a eu cette histoire, donc le projet de Saint-Martin. Donc tu l'as dit, c'est déjà dur de partir de chez soi, de Ouais. quitter sa famille. Ouais. Ta maman, elle a pu venir quand même un petit peu. Ouais, ma maman, après, elle venait régulièrement l'hiver. Voilà, ça a été compliqué. La première année, elle avait jamais pris l'avion. Donc j'étais revenue la chercher. On a la chance d'avoir un copain commandant de bord qui était venu, qui nous avait ramenés. Ça, c'était sympa. On avait voyagé dans des belles conditions. Ah ouais. Je lui ai expliqué que c'était pas à chaque fois comme ça. Elle a pu aller dans le cockpit. Exactement. Waouh, la chance. Ouais, mais bon, après, c'est compliqué d'être derrière. Ouais, bah ouais. Du coup, ça, ouais, j'imagine. Donc non, elle est venue, elle s'est remise à skier et puis là, elle a 85 ans et elle a encore skié. Bon, elle a pas skié beaucoup cette saison parce qu'elle râle, elle veut faire du mono et on lui laisse pas faire du mono. Donc elle a fait 2 tours de biski. Mais ouais, c'est sympa, elle a la patate. Ouais. Donc c'est un sport, c'est vraiment, c'est même pas de 7 à 77, c'est vraiment... C'est ça qui est fort quand même avec le ski. Hein. Les tout pitchouns, on peut faire baby ski. Et les plus petits qu'on avait eus à Saint-Martin avaient 18 mois. 18 mois. Ouais. Ah ouais. Puis là, ma maman, 85. Ouais, 18 mois, tu tiens à peine debout normalement. Ils avaient encore leur couche, ils enlevaient la couche sur le ponton. Et après, c'était des gens qui nous connaissaient, qu'on voyait régulièrement. Les gamins venaient monter dans le bateau. Donc, ils avaient l'habitude entre le bruit du bateau, l'eau. Après 18 mois, c'est un peu petit encore. C'est petit, ouais. Mais tant mieux, là au moins, tu fais naître des passions le plus tôt possible. Ouais. Exactement, c'est ce qu'on a fait un peu à Saint-Martin où on avait pas mal développé le baby ski et on faisait baby ski tous les mercredis après-midi, les samedis matins et au départ c'était gratuit et il y avait pas mal de monde qui venait et il y en a qui trouvaient le moyen de râler parce qu'ils attendaient trop longtemps. Ah oui, ouais, bah oui, quand c'est gratuit. Donc du coup, on a mis un petit abonnement, ça devait être 20 € par mois pour sensibiliser les gens. Ils venaient autant qu'ils voulaient. Et puis des petits gamins comme ça, du baby ski, on en a un qui est malheureusement aujourd'hui ne skie plus, mais qui est heureux dans sa vie, donc c'est le principal.
Mais Tom Tom, ouais, il a été champion d'Europe et il est issu du baby ski. Donc c'est vrai que sur 150, 200 gamins, il y en a un qui sort et c'est quelque chose d'important, je pense, pour notre sport, quoi. Au niveau de la détection, c'est top. Ouais, faut continuer ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'on termine encore sur la partie sportive du coup, ton passage en équipe de France, il y avait qui à ce moment-là avec toi en équipe? Alors, ma première sélection, c'était en 99 pour les Euros. Il y avait encore Patrice. Patrice Martin. Patrice qui est encore. Et j'avais qui à cette époque-là? Il y avait Fred Savin, il y avait Christophe Duverger, Seb Kans, Géraldine Jamin, Anaïs, Clémentine, Nicolas Le Forestier. Ouais, non, il y a eu vraiment des bons moments. Avec Géraldine, voilà, on a été en équipe pas mal d'années. On est super amis. Ça a créé des liens. Ce qui est génial, c'est que ce sport, exemple, ses parents avec la famille Parpette, ils étaient en équipe ensemble. Et puis aujourd'hui, ils sont toujours super potes. Et c'est génial, quoi. Parce qu'on a vécu des choses incroyables ensemble. Et ouais, c'est chouette. Ouais. Et du coup, on en revient à Saint-Martin. Tu as dit 2004, on a créé l'école. Ouais. Donc là, moi, je skiais essentiellement, je skiais pas mal à Saint-Martin. Après, je voyageais beaucoup parce que de mars à octobre, les compètes, c'était un petit peu partout. Mars, il y avait les Mumba en Australie. De là, après, je partais m'entraîner un peu en Floride. J'ai skié pas mal de temps en Floride chez Matrini. Donc, c'était le début de son école. Ouais. Du coup, il y avait des petits gamins à l'époque, Whitney McClintock, il y avait Ryan Dodd. Ils étaient tout gamins qui venaient skier et qui aujourd'hui sont les stars. Ouais, sur le top du top. Ouais, c'était des petits. Et puis ouais, c'était le début de l'école de maths. Donc non, c'était sympa, c'était chouette. C'était un bon moment aussi. Maths, au niveau technique, m'a beaucoup aidé. Et donc ouais, j'étais un petit peu en voyage toute cette partie-là. Après, je revenais à Saint-Martin. J'étais un peu en transit l'été, quoi. Je faisais des passages éclairs et c'est Lolo qui bossait pendant que j'allais skier. Et à l'époque, il y avait déjà un vrai Pro Tour, quoi. À l'époque, on avait... on dirait que j'ai 150 ans, quoi. Non, je dis à l'époque, mais c'est la formule, excuse-moi. Non, je plaisante. Il y avait, on commençait, il y avait les Mumba qui sont toujours d'actualité. Il y avait les Mumba. Ensuite, on avait des compètes. Il y avait pas mal de compètes en Floride. Ça enchaînait avec les Masters fin mai qu'il y a toujours. Et puis sur juin, juillet, août, septembre, il y avait pas mal d'étapes de Coupe du Monde. Il y avait Mastercraft Pro, Malibu Open. J'ai souvenir de compètes comme ça, le Malibu Open en Californie à Sacramento où Grégory Moulin avait fait le record de France de saut qui a été battu il y a 15 jours par Louis, 20 ans après, quasiment jour pour jour. Et Goli avait sauté 68 mètres et Louis l'a battu là, il y a 15 jours, il a fait 68 mètres 10. Et cette compète en Californie, c'était incroyable parce que il y avait, je sais pas, une dizaine de sauteurs à avoir sauté... peut-être pas 10, j'exagère, mais bien 7-8 à avoir sauté au-dessus de 68 mètres. Et ils étaient 5-6 à avoir sauté 70 mètres. Ouais, ils se tiraient la bourre à fond. Ah ouais, c'était incroyable, incroyable. C'est ça, et on avait fait aussi, il y avait eu une Mastercraft Pro à New York, à Flushing Meadow Park, là où tu as le tennis. Ouais. Et sur un lac qui n'est pas du tout utilisé pour le ski, la baignade ni rien. Il y avait un public, c'était du délire, quoi. On avait l'impression de faire un vrai sport. Donc tu veux dire que tu as skié à Flushing Meadow? Ouais. C'est la Mastercraft Pro. C'est ouf, quand même. Il y avait ski nautique et wakeboard. Et ce plan d'eau était tellement peu profond que je me rappelle, le bateau arrivait même pas à déjauger le bateau de wake. Wow. L'eau était pourrie, ça sentait super mauvais, c'était horrible. Oui, mais c'est un truc qui bougeait pas, du coup, là, ils ont dû relever toute la base. C'était de l'eau croupie à 8h du matin, c'était abominable. Mais super expérience parce que, je me rappelle, il y avait des tas des centaines de personnes qui faisaient la queue pour qu'on signe des autographes, quoi. Le truc improbable en ski nautique, quoi. C'est vraiment les États-Unis, ça. Ouais. Il n'y a que là-bas que tu vois ça. Et puis après, sur les étapes de Coupe du Monde, on a eu en Russie, à Dubna, où il y avait vachement de spectateurs. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Kuala Lumpur. Ouais. Putrajaya en Malaisie. Et donc là, à l'époque, tu vis ta vie
Ta carrière pro d'athlète, tu te payes tes voyages, Toutes les Coupes du Monde, c'était pris en charge par l'organisation, déjà. Ok. Donc à l'époque, de mémoire, je me rappelle plus, mais il y avait une grosse partie du billet d'avion qui était pris en charge, l'hébergement, les repas, on n'avait pas d'inscription à payer. Et après, si on skiait bien, il y avait un peu de cash sous. price, Ouais. Ouais, c'est ouf. Et pareil sur les Mastercraft Pro Malibu Open, les Masters. Après, c'était toujours très très compliqué parce que moi, ça va, j'avais l'école de ski à côté, mais tu peux pas. Moi, je pouvais pas en vivre. Quelqu'un qui faisait les 3D, qui avait un gros niveau mondial dans les 3D, oui. Après, ça dure sur une saison ou deux. Enfin, exemple, pour l'année où j'ai gagné l'US Master. J'ai gagné $7,000. Amélie Mauresmo, elle perdait en finale des Masters. Elle a gagné $250,000, je crois. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est, Puis bon, on n'avait pas d'accompagnement après au niveau physique, etc. C'est que de la débrouille, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et une compète qui t'a marqué autre que Flushing Meadows? Qu'est-ce qui sort de Les tes Moomba, souvenirs? les Moomba, c'est incroyable parce que c'est pareil, c'est pendant la fête de Melbourne, c'est en plein milieu, en plein centre-ville. Je saurais pas te dire combien tu as de personnes, mais c'est incroyable. Les finales le lundi, j'ai eu la chance de les faire. J'ai fait 2 fois les Moomba. La première année, en venant de Saint-Martin, 36 heures de voyage, je suis tombée sur ma première figure. Aïe. Donc voilà. Mais la deuxième fois, j'ai fait les finales et c'était sympa parce que incroyable le monde qu'il y avait. Plein centre de la ville, c'est la fête de la ville, énormément de spectateurs, ça c'est un grand moment, quoi. Et puis bon, l'Australie c'est sympa. Et puis l'US Master, forcément. Le couronnement. Ouais, pour moi c'est vraiment très chouette, quoi. Là, en face, il y avait toutes les meilleures de l'époque, j'imagine. J'avais en concurrente principale Regina Jacques, Ah oui, d'accord. qui est toujours là. Hein. C'est incroyable. Elle a 10 ans de moins que moi, mais elle skie toujours à 39 ans. Puis elle skie encore dans les 3D. Ah ouais, c'est vraiment une machine, c'est ouf. Et en finale, j'ai encore la vidéo, parce que forcément on l'a vue et revue, mais en finale, elle skiait juste avant moi, et elle est restée debout sur ces 2 passages. Et elle était en train d'être interviewée pendant que je commençais à skier, et elle pleurait parce qu'elle pensait qu'elle avait gagné. Oh mince, la pauvre. Voilà. Et toi, tu gagnes avec combien de points de plus là, à ce moment-là? Je sais plus, il me semble que j'ai fait 7000 et quelques, et elle avait fait 6005. Propre. Bon, après, à l'époque, le record du monde, ça devait être 8000 et quelques, 8500 points. Ouais. Eh ben, Voilà. bravo. Ouais, au niveau des figures femmes, ça a explosé, quoi. C'est du moment où les nanas ont commencé à faire des flips, ce qui est un peu comme les garçons. Aujourd'hui, là, j'imagine que tu as regardé un peu les dernières compètes. Tu apprécies toujours autant regarder le ski, ouais. Ouais. C'est qui ta skieuse préférée actuelle? En figure, j'aime beaucoup Nelly Ross. La canadienne? Ouais. Nelly Ross en figure. Bon, c'est Erika Lang qui a le record du monde. Après, je suis pas fan, même si elle a le record du monde, quoi, Ouais. techniquement, comment elle skie. Ouais. Mais ouais, non, c'est un niveau incroyable. Incroyable. C'était sympa, j'ai regardé le documentaire qu'ils ont sorti de TWBC. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps encore. On a organisé des compètes là récemment. Ah oui, excuse-moi, on va en parler après. Que ta vie est quand même pas... Enfin, t'as fini la carrière pro et pourtant, tu chômes pas. Mais d'abord, on va peut-être terminer sur Saint-Martin. Ouais. Combien de temps vous avez tenu le club là-bas? 17 ans. 17 ans. En fait, en arrivant à Saint-Martin, on s'était donné une dizaine d'années. Voir un petit peu. Et puis, on est resté. On a vécu des années incroyables. C'est vraiment sympa et top. On a vécu plusieurs petits cyclones. Oui, voilà, c'est quand même connu pour être... Cyclones normaux, on va dire. Enfin, voilà, qui ont abîmé pas mal de choses, etc. Et puis, en 2017... En 2017, on devait être dans l'avion le 5 septembre pour venir voir les championnats du monde à Paris. Et puis, l'aéroport a été fermé. On a su 3 jours avant qu'un gros cyclone arrivait dans notre zone.
mais jusqu'à un petit peu à la dernière minute, on connaît pas trop la trajectoire, on sait pas s'il va monter nord, rester sur la trajectoire, etc. Et 12 heures, 24 heures avant, ils ont fermé les aéroports et nous on s'est barricadés, on a protégé les bateaux aussi bien qu'on pouvait. Là où on habitait, c'était une résidence censée être anticyclonique. Et Irma est arrivé, cyclone catégorie 5. En fait, c'est le plus haut niveau catégorie 5. Mais je pense qu'il y aurait une catégorie... ça irait jusqu'à 8, ce serait au-delà de 8. Parce qu'on en a vécu un autre 3 semaines plus tard en Guadeloupe qui était catégorie 5 et qui avait rien à voir. Mais ça a été un enfer. Ça a duré... heureusement, il n'est pas resté sur l'île trop longtemps. Mais ça a duré, ça a tapé très très fort pendant 14 heures. 12 heures, 14 heures. Ouais, c'est long quand même. Ça a commencé à souffler fort à 21, 22 heures. Ça a été très très fort vers 1h, 2h du matin. 5 heures, on a eu l'œil du cyclone qui était pile au-dessus de Saint-Martin. Wow. Et puis c'est reparti de plus belle jusqu'à 10h du matin. Ouais, donc ça, à peu près 12 heures. Honnêtement, je pense que ça durait 3 heures de plus. On était tous morts sur l'île. Ah ouais? Ouais. On a tous, quelles que soient les personnes, les gens qui avaient des grosses villas, des petits appartements, on a tous fini dans les salles de bain. Parce qu'en général, la salle de bain, c'est la pièce qui est la plus protégée. Ouais. Et mais ça a été un enfer, quoi. Tu peux dire que tu as vraiment vécu le pire truc possible en termes de... Ouais, et puis aujourd'hui, je suis encore traumatisée. Maintenant, dès qu'il y a du vent, ou je vois un orage arriver avec beaucoup de vent, je suis en panique. Et, nos chiens qui étaient avec nous, c'est pareil. Ouais, encore plus. Ouais, j'imagine. Et puis bon, après, on est sortis. Ça a été très, très compliqué parce qu'il y a eu des pillages. Nous, on n'avait pas de quoi se défendre. On n'était pas armés. Donc, parce que Saint-Martin, c'est un dôme ou c'est un tome C'est une collectivité d'outre-mer, une com. C'est même... Ouais, d'accord. Donc, mais par contre, c'est français. Donc, mais bon, non, ça a été très très compliqué la suite. Et on a la chance d'avoir un ami incroyable, le papa d'un skieur qui est licencié chez nous d'ailleurs, Clarence, le papa de Clarence, Cédric, qui est venu nous récupérer de Guadeloupe. Alors que tout le monde lui disait surtout ne va pas à Saint-Martin, tu vas te faire voler, etc. Et il est quand même venu. Ils sont venus à 2 bateaux de Guadeloupe pour récupérer des gens à Saint-Martin. Ah ouais, le sauvetage vraiment. Parce qu'en fait, sortie d'Irma, c'était le jeudi matin. On n'avait pas de moyens de communication. On n'avait plus d'eau, plus d'électricité. Et je ne sais pas par quel miracle, on est arrivé à échanger quelques SMS en montant en haut, vers le toit, ce qui restait du toit. Et puis Cédric a organisé pour venir nous récupérer parce qu'ils annonçaient un autre cyclone le vendredi qui devait arriver sur nous, sauf qu'on n'avait plus de toit. L'eau dans la résidence était montée à 2 mètres de haut pendant le cyclone. Bon, après l'eau s'est retirée, mais la pression atmosphérique était tellement basse que l'eau est montée. Et puis voilà, chacun a essayé de sauver sa peau, chacun faisait comme il pouvait aussi. Et moi, je me voyais pas rester sur l'île. Après, il fallait qu'on parte, quoi. Il fallait qu'on parte. Oui, c'était vraiment de la survie. Plus que... Wow. Tu pars avec 2017, tu pars avec 15 ans de ta vie dans un sac, quoi. Vous aviez tout là-bas, vous étiez vraiment chez vous. Ouais. Et tu prends tes 2 chiens. Et puis on est parti avec Cédric et les gars qui sont venus nous récupérer parce que il y avait plus d'aéroport, il y avait plus rien, tout était détruit, quoi. Et puis on est resté 15 jours, 3 semaines en Guadeloupe et c'est là où on a vécu un autre cyclone qui était en l'espace de 2 heures, il est passé de catégorie 3 à catégorie 5, mais bon, ça avait rien à voir, quoi. Ça avait rien à voir. Irma, il y a eu des rafales à 500 km/h. Ah ouais, d'accord, d'accord. Mais c'est un truc, on peut même pas imaginer si on l'a pas vécu, je pense. On peut pas imaginer, non. T'as des choses incroyables, quoi. Je souhaite à personne. Ouais, merci déjà beaucoup de bien vouloir le repartager avec nous. J'imagine que c'est pas facile, mais merci beaucoup. Ça va mieux. Je pleure plus déjà. Ouais. Ok. Et c'est de là en fait où on a tout reconstruit. On n'a pas pu bosser pendant un petit moment.
6-8 mois, et on a tout reconstruit. Et puis, grâce à l'aide de pas mal de skieurs, parce que dans notre activité, on n'a pas de perte d'exploitation, grâce à une ancienne skieuse qui a créé je sais plus comment ça s'appelle, un litchi, ou voilà, pour nous aider. Nathalie Emmerich qui a lancé le truc, et puis il y a plein de skieurs qui ont participé, que ce soit les marques comme Détroit. Si tu veux, plutôt que d'acheter ton ski sur le site Détroit, tu l'achetais par l'intermédiaire de ça, et puis ça, voilà, Wow, ça c'est nous cool. a aidé, ça nous a permis de reconstruire les pontons, voilà, c'est... Oui, donc vous avez quand même reconstruit là-bas, Ouais. après Ouais. le passage. Ouais. Ouais. Et combien de temps ça a duré du coup Euh, puisqu'aujourd'hui on n'est plus à Saint-Martin pour enregistrer Non, ce non, non, non. podcast. On a relancé l'activité, c'était en janvier, il me semble. Et on a vendu le club en 2021. Voilà. Donc ça faisait quand même encore 3 ans On est de... resté 17 ans en tout à Saint-Martin. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et à part ce cyclone, j'imagine que la vie par rapport à la métropole, c'est quand même autre chose. Ouais, Il y c'est avait- différent, c'est différent au quotidien. Moi, ce qui me gênait, c'est qu'il faisait extrêmement chaud. Hmm. Après, de novembre à mars, c'est nickel, hein. Mais après l'été, ouais, il fait très chaud, très humide. Les 4 saisons me manquaient. Moi, je suis originaire de la région d'ici, donc les 4 saisons me manquaient. La neige me manquait. On peut pas tout avoir, hein. Maintenant, la mer me manque. Ouais. Mais ouais, et puis après, la base, quoi. Les bons produits. Ouais. Les bons produits, parce que à Saint-Martin, tout était importé, quoi. Et tout coûte une fortune. Quand tu achètes ta salade 6 euros, le kilo de tomates à 20 balles, c'est pas évident. Et puis là, ici, là, pour la première année, j'ai fait mon potager. C'est génial. Tu manges tes salades, c'est top. Ouais. Trop bien. Et là-bas, vous aviez donc 2 bateaux. Ouais. Donc c'était la mer, L'eau salée. de l'eau salée. Bateaux de ski nautique qui sont à la base faits pour être en eau douce. L'eau salée, c'est demande un entretien au quotidien terrible. Ouais. Tous les soirs, on passait au moins une demi-heure sur chaque bateau à rincer le moteur à l'eau claire, on rinçait le bateau, la sellerie, on essuyait tout avec des serviettes. À l'époque, on avait David Pavier qui travaille avec nous, qui a bossé 10 ans avec nous. Et tous les soirs, tu poses pas ton bateau au ponton et puis tu t'arrêtes. Non, il y avait pas mal de boulot d'entretien derrière. Après, Lolo a toujours été très très méticuleux. Pareil, il n'y avait pas de SAV sur l'île, donc il fallait anticiper sur les pannes. Qu'on avait pas mal de pièces d'avance et Dieu merci, on n'a jamais eu de gros soucis parce que notre réputation nous précède. Les gens qui nous traitaient de psychopathes avec nos bateaux parce que ouais, on voulait pas de sel dans le bateau, on faisait rincer les pieds des gens avant de monter dans le bateau. Mais bon, Au moins, c'est aussi comme ça ça tient, quoi. qu'on maintenait nos bateaux en état, quoi. Et après, les conditions de glisse, Alors c'était... c'était pas évident parce que c'était sur une île, il y a toujours un petit peu de vent. Après, c'était un super plan d'eau d'entraînement parce que t'arrivais sur des compètes où parfois t'as du vent, t'as des conditions pas évidentes. Cette année au Master, il y avait vachement de vent. Tu skis, quoi. Qu'ici, à contrario, il n'y a jamais de vent et c'est sûr que quand t'arrives sur un plan d'eau un peu plus compliqué, Ouais, ça change. alors il faut qu'on fasse une vague artificielle. C'est vrai qu'ici, vous êtes quand même incroyablement bien protégés. Et parlons-en de ce spot près d'Albertville. Vous êtes arrivé là, du coup, En 2019. Ouais. 2019, on avait encore Saint-Martin, on avait Philippe Nonrotter qui bossait à Saint-Martin l'été pendant qu'on n'y était pas. Ça nous arrivait de faire un aller-retour dans l'été. Et puis, on était l'été ici et l'hiver là-bas. Là, ça devait être intense aussi. Ouais. Suite à Irma, après, t'es la tête dans le guidon et puis tu réfléchis pas trop, quoi. C'est pour ça que je pense que j'en paie les pots cassés aujourd'hui. C'est un mode survie qui dure pendant plusieurs années, quoi. Qui dure pendant plusieurs années, mais là, au bout d'un moment, ton corps, il dit stop, quoi. Donc, non, après, on est très bien ici, mais c'est vrai que notre activité, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on n'est pas dans l'air du temps. Ouais. C'est pas un sport écolo.
encore que on tourne à l'éthanol, Mhm. biocarburant. Notre bateau, on a énormément de poissons dans le lac, donc le bateau, ça oxygène l'eau. Ouais, Il y avait eu des études qui étaient faites justement là-dessus, ça oxygène l'eau du lac, elle est potable. Voilà, mais après, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'air du temps. Ah, c'est clair que le plan d'eau, là, l'eau, elle est limpide, quoi. Malheureusement, les bateaux sont de plus en plus chers, ça devient de plus en plus compliqué, et c'est dommage que toutes les fédérations ne se réunissent pas pour à un moment donné faire pression sur les marques de bateaux, les marques principales de bateaux, et qu'ils arrivent à sortir un bateau avec un tarif correct, parce que là, notre sport, il est voué à disparaître, c'est pas possible, quoi. Ouais. Puis bon, les directives ministérielles où on fait tout pour le câble, malheureusement. Après, le câble, j'ai rien contre. Au contraire, c'est top pour démocratiser notre discipline. Parce que notre sport coûte horriblement cher, quoi. Donc, on se pose la question de voir comment ça va évoluer pour pas arriver à des tarifs astronomiques, quoi. Parce que là, le club, il tourne fort. Enfin, je vois que là, on entend le bateau qui passe. D'ailleurs, ça nous met une petite ambiance. C'est vraiment sympa. Ouais, ça tourne quand même non-stop. Ça tourne, mais le problème, c'est que entre le prix du carburant qui ne cesse d'augmenter, le prix des bateaux qui est pareil, c'est très très compliqué, quoi. Voilà, je ne vais pas pleurnicher, je ne veux pas me plaindre, mais bon, à la fin de la saison, il nous reste quasiment rien. J'irai bosser dans une boutique de fringues, je gagnerai mieux ma vie. Oui, c'est vraiment la passion. Donc après, c'est la passion, mais au bout d'un moment, à presque 50 ans, c'est compliqué. Donc, mais on doute pas avis au président des différentes fédérations. On en a parlé avec le président de la Fédé italienne aussi. Il faudrait qu'ils se réunissent tous. Mais bon, après, les marques de bateaux, ils ont leur carnet de commandes qui est plein un an à l'avance. C'est ça. C'est fou. Alors comment t'expliques que ça continue à se vendre comme ça Je sais pas. C'est qu'il y a encore la demande, quoi. Ah ouais, il y a la demande. Les bateaux de wake qui sortent à plus de 400 000 euros. Il y a des gens qui achètent à 400. Ouais. C'est incroyable. Ouais, Après, j'imagine qu'il y a plein de solutions de leasing, de location longue durée, etc. Donc, peut-être des formules comme ça. On va trouver, on va voir un petit peu. Et puis après, je suis en train aussi de faire d'autres choses en parallèle. J'ai fait une formation cet hiver dans le bien-être. Donc quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a vachement aidée parce qu'en ancienne sportive de haut niveau, j'ai des bobos et des douleurs abominables partout, j'ai énormément d'arthrose et la médecine classique traditionnelle c'est pas évident, c'est compliqué parce qu'à part les médicaments, les anti-inflammatoires, puis c'est la cortisone, violent, c'est violent, puis je suis pas du tout médicament et en fait la réflexologie m'a énormément aidée, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Okay. Ça date de milliers d'années et du coup j'ai fait une formation là, du mois d'août au mois d'avril. Je suis réflexologue certifiée. Bravo. Merci. Et je suis super fière. Et en accompagnement pour les sportifs, c'est topissime aussi. Au niveau de la récup, de la préparation, au niveau de la gestion du stress, etc. C'est top. Ah oui, c'est une approche vraiment globale en fait. Ouais. Après, c'est vrai que je me suis penchée sur pas mal de choses. Je me suis penchée sur tout ce qui est alimentation, sur plein de choses pendant ma carrière. Et puis même en accompagnement des petits gamins qu'on a maintenant. Et c'est vrai que c'est un tout, quoi. Le sport de haut niveau, c'est pas que sur l'eau, c'est tout ce qui est prep physique, c'est plein de choses. Et ça commence dès les petits, quoi. Oui. Des tout petits, leur inculquer certaines choses. On a une petite du club dont le papa est kiné. On en a deux d'ailleurs. Et c'est les deux gamines, elles sont issues du ski alpin. Mais ces deux petites, elles sont incroyables parce que j'ai jamais vu dans le ski nautique des gamins s'échauffer comme elles peuvent s'échauffer. Ouais. Et ça fait partie des bonnes habitudes. C'est une routine et c'est ce qui va justement éviter plus tard avoir des bobos comme je peux avoir aujourd'hui. Ouais, Parce que moi, on n'avait pas ce recul-là, quoi. C'est ça, c'est que et encore le ski, je trouve que c'est quand même beaucoup moins traumatisant que le wake. Là, on sait pas du tout ce que ça va donner les jeunes qui font du wakeboard en ce moment. C'est pour ça, si tu veux, nous, Laurent a fait pas mal de compètes de wake plus jeune. Moi, j'ai rencontré, il faisait un peu plus de wake que de... Puis forcément, j'ai influencé sur le slalom.
Mais c'est hyper traumatisant. Et les tout petits, les parents qui arrivent, ils me disent non, on veut que le petit 6 ans, 7 ans fasse du wake. J'ai dit, non, d'abord on leur apprend à glisser sur l'eau en biscuit. Ouais. Et après, oui, on les met sur le wake une fois de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas les genoux, le dos. Ouais, et puis toujours vouloir faire tout de suite la tête en bas, Ouais. le gros saut avec la grosse vague, machin. Et en fait, les figures, c'est un peu le même principe si tu veux. Après, c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'en wake, tu te mets des bonnes tartes. Après, en figure, c'est pareil, t'as pas enfin, tu travailles pas la même articulation, quel que soit. Enfin, en fonction des figures, c'est jamais la même articulation qui travaille comme en slalom. Tu fais des corps de pied, t'as les hanches, les genoux, etc. Main sur, pareil, les flips, les têtes en bas. Et c'est vrai qu'avant, moi, les gamins, avant qu'ils commencent à lancer un flip, ils vont faire des longueurs de plan d'eau de saut de vague. Et tant que c'est pas parfait, et puis tous les tout petits, tu leur en fais faire quelques-uns, 2, 3, 4, mais pas une séance complète de 20 minutes, quoi. C'est trop traumatisant. Et puis après, on se retrouve dans mon état. En fauteuil roulant presque. Carrément. Et du coup, la réflexologie, alors c'est quoi exactement? Ça m'intéresse. Rapidement. Ouais, c'est un peu le même principe que l'acupuncture, mais en beaucoup plus doux parce que tu travailles je travaille avec mon pouce. C'est des points de glissée, de reptation, des points sur des zones réflexes au niveau des pieds et des mains, en fait, qui vont correspondre à des organes. Et en fait, le but, c'est de rééquilibrer tous les systèmes de ton organisme. Okay. Donc système cardio-circulatoire, le système lymphatique, le système endocrinien. C'est pour tout ce qui est troubles liés, on va dire, essentiellement au stress. Tu as énormément de troubles du sommeil, des troubles digestifs, énormément. Tu as un panel vraiment hyper diversifié. J'ai commencé à traiter pas mal de personnes sur troubles du sommeil, ça fonctionne super bien. Moi, pour mes problèmes d'arthrose, alors l'arthrose, tu n'en guéris pas, mais par contre, ça m'a énormément soulagée. C'est vrai qu'il faut faire des séances assez régulièrement sur tous les phénomènes inflammatoires. En fait, tu vas essayer de rééquilibrer sur quelqu'un qui est en burn-out, qui a plus du tout d'énergie. Tu peux arriver justement en stimulant certaines zones, en stimulant la zone des surrénales, à libérer du cortisol, qui est une hormone qui va te booster. Et à l'inverse, quelqu'un qui est hyper stressé, quelqu'un qui peut perdre ses moyens lors d'une présentation, avant une compétition, tu peux travailler là-dessus aussi pour justement calmer et apaiser cette personne en libérant de l'acétylcholine. C'est une hormone qui va justement inhiber le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ok. Et sur tout ce qui est phénomène allergique, allergie, bronchite, tout ce qui est phénomène chronique, ça marche super bien aussi. En prévention, ça marche super bien. Ah ouais, c'est dingue, c'est vraiment complet. Ah ouais, puis c'est vraiment passionnant, quoi. C'est top. C'est vrai que on entend un peu plus parler par-ci par-là, mais ça reste quand même assez confidentiel. Et ça commence à être pas mal utilisé en milieu hospitalier, dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, si tu veux, dans les traitements de chimio, pour estomper les effets secondaires de la chimio. Ah ouais, chimio, radiothérapie, et puis pour éliminer justement toutes les toxines, quoi. Trop bien. Et du coup, si on veut, si les gens qui écoutent, ils veulent une séance avec toi, ouais, ils peuvent me contacter. J'ai un Insta. Alors, il n'est pas très actif mon Insta en ce moment parce que là, on est plus sur le ski. Mais c'est BL Reflexo. Il y a un site web aussi. Ok. Voilà. Ça marche. Avec plaisir. Trop bien. Et alors, ça, c'était effectivement une de tes casquettes. On parlait tout à l'heure de l'entraînement des petits et tu disais que tu avais des petites du ski alpin. Ouais. Est-ce que, si on parle un peu de ski féminin, est-ce que tu as vu une évolution positive, négative? Comment tu vois la suite? Est-ce que... C'est vachement plus structuré qu'avant, ça c'est sûr. Au niveau accompagnement, au niveau prise en charge médicale, kiné, etc. Ouais. Non, ça n'a rien à voir au niveau, on va dire pas professionnel parce qu'on ne peut pas être un sport pro, mais c'est beaucoup plus structuré. En tout cas, ce qui est fait par la fédération, tu veux dire? Ou même à tous les niveaux?
Je parle plus à tous les niveaux, oui, au Ouais. niveau de la fédération, parce que moi j'avais pas de. Enfin, j'ai fait. Il me semble que j'ai fait un bilan, un test d'effort la dernière année de ma carrière, quoi. Parce que, enfin, Ouais. ouais, c'était pas obligatoire. Après, c'est les directives ministérielles, je pense aussi. Mais après, je pense que aussi au niveau des clubs où c'est un peu plus structuré sur la cano, si ma copine dira Aline, il y a toute une structure médicale, je les connais pas trop. Enfin, je connais Marc Sourti qui est kiné, mais il y a toute une staff médical autour des athlètes. Il y a un gros pôle qui s'est mis en place là-bas, ouais. Ouais, c'est génial ce qu'ils font. On les salue Ouais, je pense d'ailleurs qu'ils font là-dessus. du beau boulot. Ouais, je les connais pas par Marc, mais je les connais pas personnellement. Mais tout ce que je peux entendre et les retours que j'en ai ou ce que je peux voir, lire, ils font un top boulot comme dans un sport olympique, quoi. Ouais, puis de faire déjà ce travail d'étude et de compréhension du sport, à quel Ouais, point il est ouais, violent et comment on peut exactement. le Et mieux le nous, là, comprendre. ici, c'est pareil. On a deux papas qui sont kinés ostéo et qui viennent régulièrement. Leurs petites se sont mises au ski. Et pareil, qui ont un accompagnement, qui voient comment notre sport évolue, etc. Et ouais, Mm. non, c'est chouette. Et toi, ça te passionne toujours autant de coacher aussi, du coup, les jeunes? Ouais, alors j'étais un peu plus dans la cuisine dernièrement, mais Mhm. le bateau, ça me manque pas mal. Donc on est en train un petit peu de restructurer un peu tout. Voilà, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je suis un couteau suisse, il paraît. Ouais, bah ouais, vous faites vraiment tout ici. Donc, reparlons-en. On n'a pas bien présenté le spot, mais déjà, on est au bord de l'autoroute, hein. On a longé l'autoroute pour arriver ici. Ouais, on Et l'entend pas, hein. on l'entend pas en plus. Enfin, c'est vraiment calme et On est au c'est bien pied de la protégé. montagne de l'Arclusa. Ouais. On est sur la route des Vins de Savoie. On est en face d'une discothèque, mais qui est fermée depuis Oui. le Covid, hein. Ah, Donc ok. c'est pour ça que les gamins qui viennent en stage, il n'y a aucun souci. Ça risque pas de s'enfuir Non, du bungalow. ils vont pas traverser la route. Et non, le spot est très sympa. On a un climat incroyable parce que tu m'aurais dit il y a quelques années en Savoie, tu peux skier, tu as des températures comme ça. Jamais je t'aurais cru parce que j'ai skié pas mal d'années sur Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, Mm. où c'est hyper humide, où il pleut beaucoup. Et en fait, là, on est au pied de la montagne et la montagne nous protège énormément. C'est Ouais. pas pour vendre le spot, hein, Non, mais c'est vrai, c'est mais impressionnant. il pleut jamais. Malheureusement, il pleut jamais. Et c'est hyper sec. Mais on a un climat de dingue. Et il peut pleuvoir parfois sur Albertville ou sur Chambéry. Et là, on a un rond de ciel bleu. Et même l'hiver, c'est pareil. On a un rond de ciel bleu. Fin de saison, fin octobre, l'eau, elle est encore à 20 degrés. Ah ouais, ça c'est Bon, au confort. mois de mars, c'est un peu plus frais, hein. Elle est à 12, entre 10 et 13 degrés. Et vous skiez au mois de mars Ouais, jusqu'à... fin mars, ouais. Ouais, Fin mars, en général, jusqu'à, en fonction du temps. Mais le mois de novembre, ça skie encore, quoi. ouais. Bah oui, parce que c'était un pari d'appeler ça Ski Caraïbes Albertville après Ski Ouais, Caraïbes Saint-Martin, on mais... voulait garder, le nom. Et puis, enfin, l'eau étant turquoise, mais ouais, c'est ça, t'as finalement des ça a du images sens. aériennes, c'est exactement comme des endroits à Saint-Martin. Saint-Martin, Anguilla, les îles autour, enfin, c'est pareil, quoi. T'as les mêmes fonds, c'est turquoise, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, tu rentres sur le spot, t'arrives direct sur le lac, tout de suite, un petit parking, une Voilà. superbe villa à droite, Ouais, ça, c'est et chez les les propriétaires. propriétaires, ouais. Et puis, tu continues, t'arrives au ponton, et puis, voilà, le petit kiosque. On a mis un tremplin il y a 3 ans. C'est Ouais. un club suisse qui nous a donné le tremplin. Club du lac de Joux. Donné? Ouais. Ah ouais. Ouais, il a fallu le transporter, ça a été un peu compliqué. Mais ouais, ils avaient ce tremplin, ils s'en servaient pas. Et moi, je les connais depuis toute gamine, ça fait longtemps qu'on les salue, la famille Mélan. Mhm. Et voilà. Et du coup, on a pu organiser des compétitions 3D. Ouais. Un top Donc, slalom, la tour de jury aussi en ouais. face. Et la compète 3D qu'on a faite il y a 15 jours, on a fait 2 compètes à 3 semaines d'intervalle, plus jamais. Ah mince, c'était intense. Ouais, c'était intense. Mais ouais, on a eu des bons résultats. On avait le champion du monde moins de 21 qui a battu le record du Mexique. Mhm. Il y en avait la petite championne du monde aussi à moins de 21 figure combinée qui est venue, qui a fait que le slalom parce qu'elle avait mal au genou. Elle s'était un peu blessée à une compète auparavant. Mais ouais, c'était sympa.
Il y a eu des beaux petits scores chez les gamins, des belles perfs, quoi. Ouais. C'est chouette. Vous avez un top bateau aussi? Ouais. Vous êtes sur quoi là exactement? C'est un Chorécraft 200. Donc effectivement la petite zone très lounge, très, très chill, très bien décorée aussi quand on arrive, c'est très reposant je trouve, c'est sympa. L'année dernière c'était un peu plus sympa parce que j'avais mis des fleurs partout, mais en fait les fleurs ça demande de l'entretien, il faut s'en occuper et j'ai pas le temps. Ouais. Donc malheureusement, il y a Bon, moins ça de reste fleurs. très fleuri quand même, hein. C'est très végétal. Après effectivement le petit bar en rond là, le Ouais. kiosque effectivement c'est très sympa. Et voilà le petit ponton comme il faut. Enfin genre le spot est vraiment agréable. On est Bravo pas mal. pour les Puis travaux on que a vous une, avez fait on déjà. a une bonne petite équipe avec Maxime, c'est la 2e saison qu'il est là, qui est un super coach. Ouais. Maxime Froger, monsieur était, aspirateur, parce qu'il passe l'aspirateur tout le temps. Oui, alors il y avait une question pour le podcast. Sa question c'était c'est qui le plus gentil? Alors j'imagine c'est parmi le staff ou parmi. C'est Calimero, il se reconnaîtra. Ok. Calimero. On comprend un peu le message. Ok. Et puis Elodie qui aussi nous donne un bon coup de main, qui est top. Et qui malheureusement fait des études, enfin heureusement pour elle c'est top, Oui. elle fait des études de droit, elle a eu sa licence et l'année prochaine elle va faire son stage dans son domaine, donc elle sera toujours pas très loin, mais voilà, elle sera plus là à temps complet. Ok. Voilà, Mais vous êtes toujours là. pour Lolo l'instant, et ouais. Brit. C'est ça. Ok. Alors en 2020, tu as aussi été élu au conseil d'administration de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Quelle histoire? Qu'est-ce que t'en ressors? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est concrètement que d'être au conseil d'administration d'une fédération? Ça c'est une bonne question. Je suis aussi au bureau de la Ligue. De la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes? C'est c'est pas évident dans le sens où j'ai une activité à côté, où on est plusieurs à vouloir faire bouger pas mal les choses. On n'est pas souvent entendu, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, de moi ce que je vois c'est que c'est un système qui est en place depuis tellement longtemps que voilà, il y a de l'inertie et que les choses prennent Le du temps. problème, c'est comme dans beaucoup de domaines, je pense que les personnes qui sont à la tête ne sont pas sur le terrain. Enfin, que ce soit le gouvernement, la présidence d'une fédé, le bureau d'une fédé, etc. Les gens ne sont pas sur le terrain, ne se rendent pas forcément compte des galères de beaucoup de choses. Enfin, notamment aujourd'hui, pour organiser une compétition, c'est un enfer. Ouais. Au niveau infrastructure, matériel, il n'y a plus de juges, il n'y a plus d'homologateurs, et puis c'est une politique qui date depuis des lustres et c'est pas évident. Et je pense que, après c'est mon humble avis, hein, mais c'est dommage que la Fédé ne fasse pas appel à des fonds privés également, pas uniquement s'en tenir au ministère, aux aides ministérielles, etc. Je pense que ça devrait être géré comme une entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut accepter que Au niveau le sport, que ce soit géré comme une entreprise, au niveau de la communication. Enfin, nous, sur des tout petits événements, c'était les championnats de ligue. Alors, ok, c'était une compétition internationale parce on avait 7 nationalités différentes. Sur 30 et quelques skieurs, on avait 11 skieurs français, 6 skieurs du club sur des championnats de ligue. Et là, il y a un gros souci quelque part parce que, voilà, moi, c'est pas mon métier. Je suis arrivée à faire venir France 3 en direct. Voilà, je fais des communiqués de presse, je fais des choses. Je trouve qu'au niveau fédéral, il n'y a pas assez de communication, quoi. On n'est pas au courant. Là, les championnats de France... je sais pas par quel hasard je suis tombée sur la webcast des championnats de France, mais je l'ai vu nulle part. Après, je me suis peut-être mal informée, mal renseignée, mais j'ai pas eu un mail qui m'a dit que ça allait être retransmis en direct. Voilà, il y a un manque de communication certain. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'on est plusieurs à vouloir faire avancer les choses dans le bon sens. Après l'été, c'est vrai qu'on peut pas. Moi, j'ai pas le temps de. Oui, c'est ça aussi. Voilà,
C'est qu'il y a les gens qui ont le temps et ceux qui n'ont pas le temps, et que tout le monde a ses priorités. Et que Qu'après, c'est facile de critiquer, hein, Mm. mais voilà. Donc, c'est dur aussi. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus le système qui est un peu obsolète, quoi. Qu'il faudrait presque tout changer, mais que... ah, puis bon, ce qui est malheureux, c'est qu'on a laissé partir des éléments indispensables à notre sport en France, quoi. Oui, Quand des on a experts de leur domaine. un entraîneur national qui se fait débaucher par les Allemands, je trouve ça, voilà, et on se retrouve avec un entraîneur, c'est tout pour toutes les équipes. Mm. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Le gars, c'est pas Superman, il va exploser en vol, quoi. Mm. Et puis, voilà, au niveau connaissance de notre sport aujourd'hui, on en est où, quoi? Ouais, c'est ça. C'est que une fédé, c'est quand même censé être l'organe qui rassemble le plus d'expertise sur le sujet, quoi, C'est ça, j'imagine. c'est ça. Mm. Mais bon, ouais, je pense qu'il faudrait que les instances soient beaucoup plus sur le terrain et au niveau des clubs bateaux, ski nautique, on se sent complètement abandonné et délaissé, quoi. Parce Ouais. que, ouais, il y a le câble, ok, le câble, c'est encore une fois, c'est extraordinaire pour démocratiser notre sport. Mais n'oublions pas d'où on vient, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. N'oublions pas d'où on vient, parce qu'il y a 20 ans, le câble, le wake, Mm. voilà. Oui, puis ça restera. Il y a encore beaucoup de choses à faire, ça se voit, ça se sent dans le bateau. Et Ouais, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. C'est quand même un sport qui est super beau. Alors, je suis pas objective, hein, mais je pense qu'au niveau publicité, advertising, c'est un sport, qui est incroyable, hein. ouais, ouais, non, c'est clair. Puis les spots sont magnifiques. Enfin, il y a. T'as plein de spots incroyables, mais c'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de communication, quoi. Ouais, De c'est la ça. communication efficace. C'est l'histoire qui manque. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec le doc de TWBC, The Water Je Ski l'ai pas vu, hein. Broadcast Company, là. Je l'ai pas vu. C'est qu'ils arrivent à raconter l'histoire et à te. Ils en parlent que le sport il est sous-médiatisé, que eux ils ont développé ça pour essayer de le pousser. Et du coup, c'est hyper intéressant comment ils racontent le truc. Et tu vois encore tout le potentiel qu'il y a dans le ski nautique et Mais qu'il y a après, des gens qui ont envie de le faire ce avancer. qui est dommage, c'est que, on parle pour notre pays, mais tu pars en Italie, c'est la même chose. En Suisse, je pense que c'est pareil. En Belgique, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont deux fédés. Ouais, à part les États-Unis, en fait. Mais même les États-Unis, dans les années 90, tu avais des pro tours. Moi, j'étais gamine, hein, mais 85-90, tu avais des pro tours sponsorisés par Budweiser. C'était diffusé sur USPN. Enfin, c'était un truc de dingue. Tu avais des milliers de spectateurs. Hmm. Là, aujourd'hui, il se passe quoi? Ouais. Au secours, au secours. C'est triste, hein, c'est triste, mais pareil, plus ça va, plus les compétitions, les gamins, il n'y a personne. Ouais. Donc, La relève. est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un problème au niveau de la détection? Est-ce que... Ah oui, c'est sûr que c'est un sport qui n'est pas donné à tout le monde, c'est hyper onéreux, Mais au moins lancer des projets, essayer de répondre effectivement aux enjeux qui se posent de plus en plus, quoi. trouver une solution pour les bateaux, quoi. Mm. Je pense que ce serait la base. Ce serait la base. Mm. C'est le message en tout cas. Merci, Britt. Merci à Lolo de m'avoir supporté toutes mes années de sportif de haut niveau. Ah oui, bah parlons-en. Qu'est-ce que c'est que de vivre avec... Enfin, ce serait plus à lui de répondre, mais qu'est-ce que c'est que de vivre avec un sportif de haut niveau? En vieillissant, on s'adoucit, mais je pense que c'est très compliqué pour la personne qui est à côté, parce que je pense qu'un sportif de haut niveau, en plus dans un sport individuel, puis maintenant je les côtoie, on a tous ceux qui viennent s'entraîner, c'est quelqu'un d'hyper égoïste, et t'es obligé d'être égoïste et de penser qu'à toi. Et autour, tout l'univers tourne autour de toi, quoi. Qu'est-ce que tu manges, combien d'heures tu dors pour être en forme, pour bien skier, pour pouvoir t'entraîner. Et je pense que ouais, pour la personne à côté, c'est pas évident. Ouais. Saint Lolo. Ce qui est beau, c'est que c'est aussi grâce aux gens qui accompagnent le sportif que c'est possible. Ouais, tout à fait. Parce que effectivement, tu peux être égoïste et tout seul dans ton coin, tu n'y arriveras pas, quoi. C'est ça qui est encore plus louable pour les gens qui accompagnent Ouais, exactement. leurs sportifs, quoi.
Bravo. Est-ce que y en a d'autres, des gros projets en tête, des stages, des grosses compétitions Alors, internationales? pour cette année, non. Après, à voir sur l'année prochaine, on s'est pas encore posé suffisamment. On verra plus fin août, début septembre. Par contre, on a un stage d'équipe de France Open à partir de samedi pour 4 jours. Donc, ils viennent s'entraîner là avant les championnats d'Europe en Italie. Comme c'était un petit peu à mi-chemin pour tout le monde, ils font un stop 4 jours là et il va y avoir du beau ski, ça va être cool. Ouais. Ça va être chouette, encadré par Seb. Kans, Mm. un vieux copain. Mhm. Du coup, ouais, que tu disais que tu étais en équipe de France avec Seb. Ouais. Trajectoire différente, mais Ouais. on se retrouve. C'est ça, C'est marrant. c'est ça. Bah, Christophe, Géraldine, c'est East Coast, West Coast. On fait un peu la même chose, on travaille ensemble. On a un peu les mêmes approches. Nos skieurs qui skient un peu aux deux endroits, on communique, on échange. Mm. Et, Oui, et ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. Parce que bon, dans le ski, là, avec la Fédé, on voit un peu les différentes typologies de clubs de ski bateau qui existent. Vous êtes parmi, on va dire, les top clubs ou les top spots avec les meilleurs bateaux, les meilleures conditions. Bah, on essaie parce on a pas mal de membres du club. On a vraiment, on n'est pas destiné uniquement au niveau, hein. On a des skieurs loisirs qui viennent ici et c'est extrêmement sympa parce qu'ils se prennent pas la tête, Mhm. comme peuvent se prendre la tête les hauts niveaux. Ouais. Et non, on a pas mal de membres du club, mais on essaie d'avoir du matériel toujours top parce que justement pour les compétiteurs, on a besoin, quand on arrive aux compètes, pas d'avoir un bateau d'il y a 5 ans qui sera différent au niveau de la vague, du sillage, etc., quoi. Ou pour les sauteurs, la puissance du moteur. Donc ouais, c'est pas évident d'avoir toujours le matériel qui fonctionne, qui est adapté, mais on essaie de faire au mieux. Mais ouais, on a des belles conditions de ski, hein. On a des belles conditions de ski. Ouais. Après, on n'a pas la même réputation que Sport Service, Que famille laquelle Jamin, parce que c'est Pas la même c'est antériorité, quoi. de Ouais. père, mère en fille, Mm. fils. Et voilà, et puis c'est une grande famille de skieurs. Moi, j'ai énormément de respect pour Sylvie, Jean-Mi. Enfin, je suis fan, quoi. Mhm. Je suis fan. Mais déjà, ce que vous avez réussi à construire ici, et Ouais, et puis depuis le début, quoi, depuis 2004, parce qu'on est vraiment parti de rien, de zéro, quoi, de Ouais. zéro. Enfin, voilà, on était tous les deux. C'est vrai que les 2 premières années, c'était quand même très compliqué, hein. Me retrouver, mes meilleures années de skieuse, me retrouver, comme je t'ai dit tout à l'heure, toute seule avec Lolo. Mhm. Alors que je m'entraînais en Italie, j'étais dans un petit cocon, j'avais de l'émulation avec les autres skieuses. Puis Ah, c'est c'était un là, vrai choix, quoi. ouais, c'est là où c'était aussi un choix de pouvoir m'entraîner toute l'année. Et puis penser aussi à la reconversion après, quoi. Mm. Tu vois, donc c'est pour ça on a décidé ça. Mais c'était pas évident dans le sens où quelque part je me suis confortée sur mes acquis en étant à Saint-Martin. Tu vois qu'en étant en Italie, j'aurais peut-être continué à travailler d'autres figures, d'autres choses pour justement avancer et puis voilà parce que là je suis restée sur mes acquis parce que j'étais dans le top 3 mondial à un moment donné je sais plus quel ranking j'étais ouais, top 3 j'étais même première je crois en juillet, je me rappelle même plus, c'est tellement longtemps, mais ouais, j'aurais pu peut-être voilà. Après, c'est comme ça, et puis c'est une belle expérience, quoi. Ouais, là, l'histoire, elle est quand même déjà belle jusqu'ici. En fait, plus c'est compliqué et plus je suis arrivée à faire les choses pas mal, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, bravo. Parce que c'est ça, en fait, on se construit dans l'adversité quelque Ouais. part. Donc, Ouais, ouais. toi, c'est comme ça que ça a marché en tout cas. Et alors, justement, une petite skieuse qui a du potentiel, qui commence à bien skier, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu aurais à lui apporter pour qu'elle réussisse sa carrière sportive et sa carrière pro aujourd'hui? De pas vouloir aller trop vite au départ, de pas griller les étapes. Penser tout ce qu'il y a à côté du ski. L'échauffement, la prep physique, l'alimentation, c'est hyper important, quoi. Ouais. Mais ça, encore une fois, on a quand même beaucoup plus de recul aujourd'hui, quoi. Et après, est-ce que selon toi, elle doit déjà penser à la reconversion au moment de sa carrière, ou il y a quelqu'un qui doit penser ça pour elle, pour l'accompagner?
Et Non, par contre, ce qui devrait être fait, je pense, c'est que au niveau des différentes fédérations, mais c'est pas que notre sport, c'est l'accompagnement du skieur au long de sa carrière, euh, et surtout encore plus quand il est blessé, Hmm. et puis l'accompagnement à la fin de sa carrière, où là Ouais. c'est super compliqué, quoi. C'est Psychologiquement, tu veux Ouais, dire, c'est dur. Ouais. psychologiquement, c'est très dur, hein, c'est très dur. Hmm. Moi, j'ai eu d'autres palliatifs. Enfin, quand j'ai arrêté de skier, je me suis mise au surf parce qu'on était à Saint-Martin. J'ai eu la chance d'avoir un Oui. prof extraordinaire. Et ouais, j'ai fait un peu un transfert, mais il fallait que je fasse 1000 choses parce que c'est pas évident, quoi. Et il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Il y en a qui le vivent très mal. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas du tout. On parle plus des blessures ou du côté matériel ou physique, mais le côté psychologique, il est hyper important. Ouais. Et il y a beaucoup de sportifs, peu importe le sport, qui passent par des phases de dépression. Et d'ailleurs, ça commence à s'ouvrir un petit peu la parole là-dessus parce que on l'accepte de plus en plus. Mais Ouais, qui passent par des phases de dépression. T'en as qui se suicident même. Ouais. Et ouais, je pense qu'il y a un réel effort à faire au niveau du ministère. Pendant longtemps, c'était tabou, on n'en parlait pas. Ou c'était aussi un aveu de faiblesse en tant que sportif de dire que mentalement, je suis pas bien. Et heureusement, ça commence à parler un peu sur ce sujet-là, c'est bien aussi. Et bah, écoute, merci beaucoup, Britt. Avec plaisir. Maintenant, tu es obligé de répondre à la toute dernière question. Vas-y. La dernière question, c'est la suivante. C'est quel invité, quelle personnalité du ski nautique, du wakeboard, de l'univers, tu souhaiterais écouter dans un prochain épisode du podcast? C'est pas évident comme question, il y en a plusieurs. Tu as le droit d'en donner plusieurs. Mais il faut expliquer pourquoi. Moi, j'aimerais bien des personnes qui m'ont marqué quand t'es gamin. Sylvie Jamin. Sylvie Morial Jamin, parce que ça a été une grande championne. Et puis j'aimerais bien écouter. Alors, je connais une partie de son histoire, mais je connais pas tout. La toute première championne du monde, c'est ça? Ouais, une très grande skieuse, quoi. Et puis c'est une famille de champions, quoi. Ouais, son mari est champion d'Europe. Choses à raconter. Sylvie, Jean-Yves Parpette, dans les dinosaures du ski. Mais c'est des grands champions, quoi. Ça peut être sympa de faire une petite interview. Une interview croisée, non? T'as déjà fait ça? Ah, j'ai pas fait encore, mais j'ai plusieurs micros, on pourrait faire ça, ouais. Avec Jean-Yves et Sylvie, ils habitent, en plus, ils se sont rapprochés, ils sont super amis et ils habitent tous à Lacanau maintenant. On pourrait, hein. Alors ce serait peut-être que ce qu'on peut faire, c'est un podcast chacun, et par contre une émission avec tous les anciens du ski, en direct, et là, le talk show de l'époque. Ouais, ce serait sympa. Autour d'un bel événement canolais, ça pourrait être sympa, quoi. Ouais, tu nous tiens au jus. Ouais, j'ai ça. Très bonne idée, c'est grâce à toi. Je te mettrai le copyright sur l'idée. C'est ça. Ça peut être très sympa. Et bah encore merci beaucoup, Britt, pour l'accueil. Merci à toi. Merci génial. beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wakepark sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!